Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rupture, une émission réalisée en lien avec la Sonuma RTBF dans laquelle on évoque des épisodes charnières de l'histoire contemporaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec vous, Thierry, à la guerre en Yougoslavie. C'est ce qu'on a appelé ce suicide d'une nation européenne qui ravagea ce pays au début des années 90. Alors, pour revenir un peu sur ce qu'était la Yougoslavie dans les années qui ont précédé, on a sélectionné un extrait d'images d'archives de la RTBF. On est en 1976-76 et on évoque, le journaliste évoque le fonctionnement ou dysfonctionnement de ce pays particulier. La Yougoslavie est un véritable puzzle. 6 républiques, Serbie, Croatie, Bosnie, Slovénie, Macédoine, Monténégro, plus 2 provinces autonomes, au total 20 millions d'habitants qui parlent serbo-croate, macédonien ou slovène. Communes, provinces, républiques, fédérations, voilà les différents niveaux de pouvoir. À chacun correspondent des assemblées et leurs conseils exécutifs, assemblées composées de délégations élues correspondant à des communautés de travail, communautés locales et organisations sociopolitiques. Les républiques jouissent d'une très large autonomie. Au niveau fédéral, les 2 chambres élisent un gouvernement central. Sans doute est-ce une prouesse que d'avoir pu ainsi maintenir l'unité yougoslave quand on songe aux Balkans du début du siècle, mais le pays reste déchiré par des mouvements nationalistes, d'où parfois de spectaculaires épurations. Alors Thierry, on l'a vu dans cet extrait, la Yougoslavie est très divisée, il y a beaucoup de religions, catholiques, orthodoxes, des musulmans également, des peuples très différents, plusieurs républiques, des nationalités, et puis il y a également des inégalités criantes au niveau économique. Alors qu'est-ce qui a permis de le faire tenir pendant quand même des décennies, ce pays? Est-ce qu'il fonctionne surtout du fait de la pesanteur de la dictature et de la main de fer de Tito? Il est certain que la dictature que Tito a imposée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, à ce qu'on appelait donc à l'époque la République fédérale populaire de Yougoslavie, qui a changé de nom au début des 60 pour s'appeler effectivement République socialiste fédérale de Yougoslavie, que ce pays effectivement a été mené par un parti unique, il faut le rappeler, donc qui est bien sûr le Parti communiste yougoslave, et que donc l'idée d'une fédération de républiques, un peu comme l'URSS finalement, était compensée justement par ce pouvoir central. Alors il faut rappeler aussi que ce pays est une création relativement récente, un peu artificielle, apparu après la Première Guerre mondiale, un vieux projet, un projet serbe, il faut le rappeler, la Serbie devenue indépendante en 1878, et c'est elle qui est à l'origine de ce projet, donc qui avait abouti en 1919. Alors ce pays, effectivement, est un pays qui va connaître, après la mort de Tito, eh bien je dirais l'expérience justement d'un fonctionnement plus collégial peut-être, parce que la grande figure historique disparaît, mais le système quelque part reste le même, ne bouge pas, n'évolue pas, et donc l'enjeu finalement va être celui pour ces nationalités de pouvoir continuer ce vivre ensemble qui en apparence justement semblait à la limite viable, mais qui ne doit pas laisser entendre que tout allait bien. On voit par exemple qu'en 1972 déjà il y avait une alerte majeure avec en Croatie des mouvements importants revendiquant plus d'autonomie. Pourquoi? Parce que, il faut le dire, les Serbes ont quand même la main lourde sur cette fédération, et c'est bien justement cette mainmise serbe qui petit à petit va être remise en cause, surtout lorsqu'un homme politique serbe bien connu, Slobodan Milošević, va mettre en avant cette espèce d'esprit grand serbe, serbocentrique, qui va rapidement entraîner bien le clash que l'on sait au sein de cette République fédérale. Non, parce que ce que vous nous dites, c'est que c'est une fédération véritablement asymétrique. C'est quand un petit peu, alors vous nous parlez de Slobodan Milošević qui arrive au pouvoir, est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que la fédération commence à se disloquer, à s'étioler? Il a tout fait pour, même si le projet était évident pour lui, c'était en fait
fait de renforcer la verticalité du pouvoir à l'avantage des Serbes qui, rappelons-le d'ailleurs, contrôlent une grande partie de l'armée. La plupart des cadres sont des cadres militaires serbes. Et donc c'était l'idée donc d'imposer effectivement un autre rapport de force politique, ce qui va à l'encontre de l'histoire, car il faut rappeler que ces événements des années 80 accompagnent la perestroïka effectivement du côté de l'URSS et rapidement la disparition de l'Empire soviétique. Et donc c'est là que évidemment la position de Slobodan, qui devient le maître de la Serbie en 1989, devient totalement contradictoire, et surtout le discours tenu, cette espèce de discours effectivement de pays martyr, la Serbie qui serait l'objet finalement de vexation de la part des autres peuples de la fédération. Tout cela ne tient absolument pas la route et va contribuer bien sûr à créer ce divorce qui va apparaître rapidement comme inéluctable entre les différentes républiques. Alors j'imagine que ce divorce dont vous nous parlez, ça surprend pas tout à fait la communauté internationale, hein. C'est dit dans le commentaire, on se demandait déjà comment ça fonctionnait, hein. C'est-à-dire que ce divorce, en fait, il est dû, je le répète, surtout aux excès du côté serbe. Là-dessus, évidemment, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y avait aussi, en Croatie, on le sait, un fonds nationaliste important, et la grande figure des événements dont nous parlons, qui sera donc Franjo Tudjman, qui était un historien d'ailleurs, avait été déjà un opposant au régime de Tito, et on va le retrouver, c'est pas un hasard, on le retrouve évidemment comme une des figures marquantes de ceux en tout cas qui vont prôner à un moment donné le divorce. C'est le cas, on veut dire déjà dans l'année 90, on s'achemine vers cette solution, même si ce qui est encore proposé à ce moment-là, il faut le rappeler, c'est un système encore confédéral, mais où en fait ces républiques souhaiteraient justement plus de liberté. Donc on est totalement à l'opposé du projet serbe. Donc là, on est face de quelque chose, bien sûr, qui ne peut plus fonctionner. Le vivre ensemble n'est plus possible à ce moment-là. Et alors, le vivre ensemble qui ne fonctionne plus, en atteste une interview du président, d'un des derniers membres de la présidence collégiale yougoslave, Stipe Mesić, qui sera ensuite président croate. Alors, il explique dans une interview, on est en 1991, que tout simplement, il est le président d'un pays qui n'existe plus. En fait, la Yougoslavie n'existe plus. Le Parlement fédéral, le gouvernement et la présidence sont bloqués. Seule l'armée fonctionne de manière autonome et sans le moindre contrôle politique. La Yougoslavie est encore reconnue au niveau international, mais à présent, il faut admettre une réalité nouvelle, l'apparition sur la scène mondiale des nouveaux États qui composaient l'ancienne fédération, c'est-à-dire les 6 républiques et les 2 provinces autonomes. Alors un aveu assez stupéfiant de Stipe Mesić qui explique que son pays n'existe plus. Est-ce que cette déclaration, elle suit aussi des déclarations d'indépendance des différentes républiques, et est-ce que ces déclarations d'indépendance, elles ont eu lieu tout en même temps? Alors il y a des petits décalages, mais en fait il y a quand même un effet boule de neige. Là, nous sommes, il faut quand même le rappeler, dans le second semestre de l'année 91. J'ai envie de dire, effectivement, les jeux sont faits et donc les remarques que l'on entend de la part de Stipe Mesić, effectivement, sont tout à fait justifiées. C'est vraiment le dernier round, mais on sait qu'il est déjà perdu d'avance. Alors, il faut rappeler en effet que cette présidence, elle fait suite déjà à une première guerre, qu'on appelait la guerre des 10 jours. Elle a duré très très peu de temps. Elle a opposé la Slovénie, on va dire aux forces yougoslaves, on va les appeler comme ça, mais entendons par là qu'il faut entendre le mot Serbie et le Monténégro, qui sont effectivement je dirais, tout à fait liés. Et d'ailleurs, à propos justement de ce qu'explique le dernier président de cette fédération, c'est de rappeler effectivement que, outre les 6 républiques, il y avait 2 régions autonomes, qui sont la Voïvodine et le Kosovo, qui avaient été détachées en 1974, en fait, de la Serbie, mais qui avaient un statut un petit peu d'infériorité. Or, justement, ce qu'avait très bien réussi à faire Milosevic, le président serbe, c'était de diminuer justement le poids de ces 2 républiques, mais tout en gardant quand même les voix qu'elles avaient. Donc ça veut dire Serbie, 1 voix, Voïvodine, on arrive à 2 voix, Kosovo, 3 voix, et comme le Monténégro avait été plus ou moins également débauché, 4 voix. Donc 4 voix sur 8, blocage. Donc il faut dire aussi, c'est le blocage d'un système institutionnel qui ne pouvait de toute manière plus fonctionner. Mais vous avez raison, cela intervient, je l'ai dit, à la suite d'une guerre. Il a fallu trouver une solution à ce conflit qui a lieu fin juin, début juillet. C'était quoi? C'est simple, c'est la tentative, en effet, on le voit bien, pour les Serbes de conserver, bien sûr, leur domination sur la Yougoslavie. Ça ne va pas très bien marcher, ils n'y arrivent pas, et rapidement aussi, il y a une
une intervention internationale qui fait qu'on va essayer de trouver donc une solution. Or, cela était intervenu, ce conflit, il faut le rappeler, à cause d'un événement, c'est que la Croatie et la Slovénie, auquel il faut ajouter d'ailleurs la Macédoine, avaient déjà, à ce moment-là, proclamé leur indépendance. Et j'irais même plus loin, le Kosovo, de manière bien sûr plus délicate, avait déjà tenu, même bien avant, déjà là on est en 90, des propos similaires. Donc oui, le pays est en train effectivement d'exploser, et donc par conséquent, qu'on avait tenté de gérer après ce conflit, les accords de Brioni, c'est-à-dire voilà, est-ce que vous ne pouvez pas attendre encore 3 mois, donc on va jusqu'au 7 octobre 1991, et comme évidemment les choses ne s'arrangent pas et que la guerre a déjà lieu, qu'on pense par exemple ici au bombardement de Dubrovnik, une ville d'armes, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé à l'époque. Donc là, les jeux, effectivement, sont totalement faits. Et en effet, à la fin de l'année 91, c'est terminé. Slovénie et Croatie sont clairement considérés désormais comme des États indépendants. Ils seront reconnus comme tels par la communauté internationale dès l'année suivante. La Bosnie suivant et la Macédoine en fait, attendra un peu parce que son nom avait fait tiquer la Grèce, en fait. Voilà. Mais globalement, c'est terminé. À ce moment-là, il n'y a plus de Yougoslavie, même si le mot va être conservé encore jusqu'en 2003. Mais quand on parle de Yougoslavie, désormais, on ne parle plus que de Serbie et de Monténégro. Et alors justement, vous nous disiez qu'en Bosnie, ça allait être beaucoup plus compliqué. La Bosnie va sombrer dans une guerre terrible, une guerre tragique. On va le voir en images, on est en 1992-1992 en Bosnie occidentale, des images de la télévision belge. Il suffit de survoler certaines régions de Bosnie pour voir que la guerre civile est devenue une réalité. Comme ici à Couprès, une bourgade qui, pour son malheur, se trouve sur une route stratégique, celle qui relie la côte adriatique au cœur de la Bosnie. Et le nom de Tito, gravé au flanc de la montagne, ne l'a pas préservé des horreurs de la guerre. Après une offensive lancée selon l'armée fédérale par les Croates, la grande majorité de la population civile a fui. Les 2/3 du village sont détruits et les animaux livrés à eux-mêmes. Il y a toujours des poches de résistance, mais la victoire serbe ne fait aucun doute. Alors Thierry, la guerre en Yougoslavie va être extrêmement rude en Bosnie, peut-être aussi parce que la Bosnie, elle est souvent considérée comme une mini-Yougoslavie, elle toute seule, hein, avec ce maelstrom de religions et de peuples. Disons que oui, dans cette crise, il y a fait 2 poids 2 mesures. On voit très bien que les Serbes ont vite pris la mesure du fait qu'ils ne pouvaient pas l'emporter là où finalement il n'y avait pas de minorité serbe. C'est pourquoi la Macédoine ne va pas finalement connaître les affres de ce conflit. On l'a vu, la Slovénie y échappe finalement assez rapidement. Et donc la guerre va se concentrer sur 2 régions, 2 territoires plus particulièrement, donc la Croatie et surtout la Bosnie. Parce que c'est là qu'effectivement les choses sont c'est le plus compliqué. Il y a un enchevêtrement de populations serbes, musulmanes et donc croates. Alors ça c'est le poids de l'histoire, hein, bien entendu, qui explique cela. Ce sont des populations qui ont été déplacées au moment des conquêtes ou des guerres qui ont opposé l'Empire ottoman à l'ancien empire autrichien. Mais peu importe, en tout cas c'est là effectivement que c'est le plus compliqué. Parce que je parle vraiment d'enchevêtrement. Et donc, ce qui rapidement va se produire, c'est que dans le grand projet serbe, qui est celui de Grande Serbie, le gouvernement donc serbe va appuyer évidemment ces minorités. Donc c'est le cas, bien sûr, on l'a dit, en Bosnie. C'est le cas en Krajina, qui est un territoire entre la Bosnie et la Croatie en fait, mais plutôt en Croatie. Et puis c'est aussi le cas en Slavonie. Donc là, on a des populations, des minorités serbes très importantes, qui sont même majoritaires dans les territoires où elles se trouvent, et qui vont donc tenter de créer en fait des mini-républiques et de demander quelque part leur attachement, dire nous on reste fidèles à l'ancienne Yougoslavie. Donc on joue le jeu du maintien de l'État yougoslave qui est le seul moyen de légitimer ces interventions effectivement. D'autant plus qu'il faut le dire au début, les Occidentaux n'ont pas été très clairs. Pour eux, ce pays qui implosait, ça les arrangeait pas du tout. Et on voit certains chefs d'État, je pense à François Mitterrand par exemple, avoir une attitude parfois un peu ambiguë, sachant que la France avait joué un rôle important dans la naissance bien sûr de cet État. Et donc en fait, c'est là que la guerre va être la plus violente. On a vu les images de Couprès, c'est assez émouvant parce que c'est un de ces cols qui permet de passer depuis la côte adriatique vers l'intérieur effectivement du territoire yougoslave. Et donc cette ville, on le sait, ne sera reconquise qu'à la fin de la guerre. Donc ce sont des années de guerre, de massacres, de populations déplacées. Et donc c'est assez exemplaire. Donc tout ça, ça s'embrase très tôt. Déjà dans l'année 91, on est
en guerre. Et évidemment, c'est en 92 que les choses, bien sûr, prennent plus d'ampleur. Et c'est vrai que c'est donc sur les territoires que je viens de mentionner que là, en effet, on va trouver les violences les plus remarquables, ce qui d'ailleurs amène très vite l'ONU à développer une force d'interposition, une force PRONU, qui va créer des zones roses, qui sont des zones qui sont censées être protégées pour éviter ce qui apparaît très vite, très tôt, comme une tentative aussi de nettoyage ethnique de la part des Serbes. Alors ils vont tenter de l'éviter, mais avec un succès très très relatif. Oui, d'abord parce que il y a une résistance qui se produit évidemment de la part des différents protagonistes, mais il est vrai que quand même, il faut le dire, dans la mesure où on a un embargo, faut pas l'oublier, sur les armes qui a été établi très tôt par la communauté internationale, ce qui se passe, c'est que en fait, les Serbes de Bosnie, par exemple, et Radovan Karadzic et Ratko Mladic, qui sont les deux grandes figures qui symbolisent, si vous voulez, cette tentative de création d'un État serbe en Bosnie, eh bien, ces gens-là disposent des armes que discrètement, plus ou moins, leur fait parvenir, évidemment, l'armée yougoslave, alors que leurs opposants ne récupèrent que les armes des casernes qu'ils ont pu, en fait, débaucher au tout début du conflit. Mais la situation, d'un point de vue humanitaire et du point de vue de l'armement, est beaucoup plus délicate, et entre autres, les musulmans ont particulièrement souffert, d'autant plus qu'ils doivent à la fois affronter les Serbes, mais aussi les Croates, qui, bien sûr, ont des pions et qui sont présents en Bosnie et qui verraient bien, finalement, quelque part, une sorte de partage. Tudjman l'avait dit d'entrée de jeu. D'ailleurs, il a eu des entretiens avec Milosevic à ce sujet, disant « Mais pourquoi on ne se partagerait pas, finalement, la Bosnie ?» Donc c'est la Bosnie qui va se trouver, bien que reconnue internationalement très tôt, dans la situation la plus délicate. Et c'est là, bien sûr, que les drames humains les plus horribles vont se dérouler, en effet. Et alors, il y a deux villes qu'on ne peut pas ne pas évoquer quand on évoque cette guerre en Yougoslavie. C'est évidemment Srebrenica, qui va être le théâtre d'atrocités, et puis Sarajevo. Alors, des premières images qui vont nous permettre d'évoquer le cas spécifique de Srebrenica, des images de 1992-92. Le minaret de la mosquée domine toujours Srebrenica. Elle est l'unique ville importante que les musulmans ont pu reprendre aux Serbes. Mais depuis le mois de mai, la région est assiégée et la ville grouille de réfugiés, dont 10 000 enfants. Cet invalide peut s'estimer heureux d'être encore en vie, surtout quand on voit les conditions sanitaires de l'hôpital. Les draps souillés sont lavés à l'eau de la rivière, il n'y a plus d'électricité. Seules quelques batteries de voitures procurent un minimum d'énergie. Le témoignage de cette infirmière est bouleversant. Il n'y a ni eau courante, ni médicaments. Dans cette salle, on opère à vif, sans anesthésie. Faute de désinfectants, on ne peut stériliser les instruments chirurgicaux. Les civils aussi payent un lourd tribut à cette guerre. Cette femme cherchait de la nourriture, elle a sauté sur une mine, on a dû amputer. Alors on l'a vu dans ces images, vous l'avez déjà mentionné Thierry, une situation sanitaire et humanitaire effroyable dans certaines villes de Bosnie, notamment Srebrenica, qui va d'ailleurs être le théâtre quelques années plus tard de ce qu'on appelle un génocide. Effectivement, le terme de génocide apparaît d'ailleurs assez tôt. Les observateurs ont bien remarqué ce qui se passait. Par contre, il faut du temps pour que la communauté internationale prenne cette mesure. On se rappelle entre autres des propos encore de Juan Christopher en 93, disant mais non, il n'y a pas de génocide, et des démissions en série dans l'administration américaine reproche à Bill Clinton effectivement une certaine mollesse par rapport à ce qui se passe, et on se rend bien compte qu'il faut quand même 2 poids 2 mesures dans ce conflit, même si les Croates vont quelque part bien s'en tirer parce que leur attitude, je l'ai dit, n'était pas très nette au départ vis-à-vis des musulmans, mais quoi qu'il en soit, très vite, ce sont les Serbes qui apparaissent comme les principaux agresseurs. Et bien sûr, ces violences dont nous parlons, eh bien, elles sont très impressionnantes. Ce sont d'abord des conditions, je répète, humanitaires qui sont absolument terribles, et puis ce sont éventuellement des exécutions qui peuvent avoir lieu avec un point culminant qui intervient, notons-le, dans l'année 95, c'est pas par hasard, c'est au moment où justement ils vont perdre la main. Là, la communauté internationale a décidé de réagir. Il y a la force d'intervention rapide qui a été mise au point, donc qui va permettre de réagir plus rapidement aux provocations des Serbes de Bosnie. Et à ce moment-là, les Serbes de Bosnie, le tout pour le tout, vont tenter de nettoyer le terrain, de manière à disposer des meilleures conditions au moment du règlement diplomatique du conflit. C'est ce qu'ils espèrent en tout cas. Et c'est là qu'intervient bien sûr ce massacre de
8000 hommes principalement que l'on convoyait sur une route qui vont être exécutés par les Serbes de Bosnie, ce qui vaudra d'ailleurs à Karadzic et à Mladic d'être poursuivis par le tribunal international qui avait été créé d'ailleurs entre-temps. Ils finiront d'ailleurs par être arrêtés longtemps après, 2008-2011 pour l'un et pour l'autre, mais tout à fait il y aura une justice qui sera quand même engagée par rapport à ces exactions. Et très rapidement, avec toujours une inefficacité totale des forces internationales pourtant sur place, certains des casques bleus vont même être pris en otage à cette période-là. Bah oui, c'est toujours le problème du mandat. Le mandat des casques bleus, c'était d'être des forces d'interposition. Ils ne sont pas censés être des acteurs. On a eu également l'exécution d'un ministre bosniaque qui a été tué devant les casques bleus. Et évidemment, le paroxysme, c'est encore, notons-le, en 95, c'est vraiment à la fin, ces casques bleus qui sont pris en otage, ce qui a quand même fini par bien énerver quand même tout le monde. Et donc c'est là qu'on a quand même une aide désormais massive militaire qui est donnée à l'armée croato-musulmane, puisqu'ils se sont finalement, ils ont fait alliance contre les Serbes de Bosnie. Grâce à cela, ils vont pouvoir remporter des succès et très vite, grâce à des opérations qui ont des noms comme Éclair, Tempête, effectivement, libérer très très vite les territoires qui avaient été occupés indûment par les Serbes. Et c'est ça qui signe quelque part la défaite finalement des Serbes dans ce conflit. Alors, dernière séquence quand même pour évoquer la capitale de la Bosnie-Herzégovine, cette ville martyre de ce conflit yougoslave. Ces images ressemblent à celles que l'on voit quotidiennement de Sarajevo, mais celles-ci n'ont pas été tournées dans la partie musulmane de la ville. Nous sommes à Korbavica, un quartier tenu par les Serbes. Plus de 20 000 personnes vivent ici, dont une communauté de 2000 musulmans. Avec les habitants de la partie bosniaque, ils partagent le froid et la peur d'être abattus par un tireur isolé, ainsi que l'aide humanitaire, sans laquelle l'enclave connaîtrait la famine. Alors un siège terrible de 444 jours que vont suivre presque au jour le jour les téléspectateurs internationaux, parce qu'il y a beaucoup de journalistes sur place qui assistent notamment au tir des snipers, parfois sur des marchés et sur ce qu'on va appeler d'ailleurs Sniper Alley, avenue, en plein milieu de Sarajevo. Oui, tout à fait. C'est une ville, bon, c'est la capitale effectivement de la Bosnie-Herzégovine. C'est une ville qui va faire beaucoup parler d'elle. Beaucoup de villes d'ailleurs européennes vont prendre le nom de place, vont mettre des places Sarajevo. Voilà, c'est quelque chose qui a incarné quelque part l'attention que l'opinion publique a pu porter à ce terrible conflit, à, comme on disait, quelques heures d'avion seulement de la France ou de l'Allemagne, peu importe. Et donc, en effet, ce siège a été très long. Alors, on se rappelle bien sûr, puisque ça commence dès 92, l'intervention le 28 juin 92 de François Mitterrand, qui, il faut dire, voilà, vient pour tenter d'ouvrir l'aéroport, pour permettre au secours, à l'alimentation aussi de parvenir dans cette population. Mais disons-le clairement, jusqu'en 95, ça a été très difficile. On se rappelle bien sûr en février 94 de cette bombe qui va faire plusieurs dizaines de morts sur le marché de Sarajevo. Il y en aura encore une autre l'année suivante. Enfin bon, voilà, ça a été une période extrêmement difficile et qui témoigne bien sûr de l'horreur de cette guerre, mais de toute guerre civile, aurais-je envie de dire, qui, ceci dit, finit par quand même arriver à son terme à la fin de l'année 95. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive au terme de cette guerre à la fin de l'année 95 ? Je dirais d'abord, il y a une victoire militaire, c'est-à-dire à partir du moment effectivement où la communauté internationale décide de soutenir les Croates et les musulmans, ça va mieux, ça c'est sûr. Et puis il y avait déjà plein de projets qui avaient été mis en place, mis en œuvre. Alors on va terminer sur un projet qui est celui de l'accord de Dayton, qui en fait créait, c'est la Bosnie qui posait vraiment problème, parce que pour la Croatie, il n'y avait pas de difficulté. Bon, on avait repoussé les Serbes, donc les jeux étaient faits. Par contre, beaucoup de Serbes vont se déplacer, c'est-à-dire que cela a entraîné aussi, il faut le dire quand même, un déplacement de population serbe. 150 000 Serbes ont dû effectivement changer de région. Alors pour la Bosnie, on a trouvé un système à 3. Comme il y avait déjà une fédération bosno-croate, on leur a donné 49% du territoire, 51% aux Serbes, et puis en fait c'est un système collégial, j'aurais presque envie de dire, ça ressemblerait presque à ce qu'était la fédération yougoslave, sauf que pour que ça tienne, parce que c'est un système, c'est un peu une usine à gaz, pour que ça tienne, il y a une communauté internationale qui, je dirais, perfuse un petit peu tout ça, mais c'est quand même pas une situation idéale, celle d'un État normal, il faut quand même le dire, mais c'est ce qui en tout cas a permis jusqu'à présent d'éviter que les choses repartent dans une nouvelle guerre civile. Est-ce qu'on peut dire que 1995-95 c'est la fin de la guerre en Yougoslavie, ou alors finalement ce qui se passera un peu plus tard au Kosovo, c'est aussi une étape de plus de ce conflit? Disons que les pauvres Kosovars sont passés au-dessous des écrans radars, c'est-à-dire que évidemment, vu tout ce que nous venons de dire, on pense bien que la question des Kosovars qui pouvaient difficilement s'exprimer en plein jour a fait qu'ils sont passés un peu à la trappe. Alors bien sûr, la question était toujours saillante, elle va donc réapparaître plus tard, et nouveau conflit, plus bref il est vrai, cette fois-ci c'est la Serbie qui est directement impliquée, et on sait comment ça va se terminer, là quand même en faveur des Kosovars qui obtiendront leur indépendance
en 2008. Eh bien, merci Thierry, merci à toutes et à tous et à bientôt pour de prochaines ruptures.